Dans les entrailles d'un serveur obsolète voué à la destruction, un technicien vient d'exhumer un fichier qui n'aurait jamais dû survivre. Ce n'est pas une simple archive administrative, mais une note confidentielle datée du printemps 1978, classée « Secret défense ». Le document ordonne explicitement de ne jamais transmettre les informations qu'il contient à la police judiciaire de Lyon, bloquant l'enquête avant même qu'elle ne débute. Ce fichier prouve que l'État savait tout, mais a choisi de se taire. Ce n'était pas une négligence policière, c'était un sabotage délibéré. Antoine et Mathieu Lambert n'étaient que deux adolescents partis jouer de la musique un soir d'avril. Pendant 40 ans, leur mère a guetté le bruit de leur vélo sur les graviers, refusant de croire à la thèse officielle de la fugue. La police a traité leur disparition avec mépris, laissant la famille s'enfoncer dans le silence et l'oubli sans jamais chercher de vrais indices. Mais ce que cette mère ignorait, c'est que ses fils n'étaient pas invisibles pour tout le monde. Ils ne se sont pas volatilisés, ils ont été effacés. Les rapports fraîchement découverts détaillent chaque déplacement des frères dans le quartier Montplaisir avec une précision militaire. Des agents de l'ombre notaient leurs horaires, leurs trajets et leurs rencontres des semaines bien avant le drame. La découverte de cette surveillance clandestine fait basculer l'affaire dans une autre dimension, bien plus effrayante qu'un simple fait divers. La question n'est plus de savoir où sont les corps, mais de répondre à cette énigme. Pourquoi les services secrets traquaient-ils deux lycéens ordinaires? Pour comprendre l'ampleur du séisme que représente cette découverte, il faut se replonger dans le Lyon de la fin des années 70. C'était une ville en pleine mutation, où les quartiers résidentiels comme Montplaisir conservaient encore une atmosphère de village au cœur de la métropole. Les habitants se connaissaient, les commerçants laissaient leurs portes ouvertes, et l'idée qu'un danger mortel puisse rôder en plein jour semblait absurde. C'est dans ce décor rassurant qu'Antoine et Mathieu ont grandi, entre le lycée, les répétitions de musique et les dimanches en famille, loin de se douter qu'ils étaient devenus des cibles prioritaires. L'année 1978 n'était pourtant pas aussi paisible qu'elle en avait l'air en surface, car la France traversait une période de tensions politiques intenses. Les services de renseignement étaient sur les dents, traquant les radicaux, les espions de l'Est et les potentiels terroristes sur tout le territoire. Lyon, carrefour géographique et industriel, était un terrain de jeu privilégié pour ces guerres de l'ombre qui ne disaient pas leur nom. C'est dans ce contexte paranoïaque que des opérations de surveillance étaient lancées tous les jours, souvent sans cadre légal strict, créant des zones de non-droit où la fin justifiait tous les moyens. La famille Lambert, elle, vivait à des années-lumière de ces intrigues d'État, se préoccupant uniquement de l'avenir scolaire de ses enfants. Le père travaillait dur pour offrir une stabilité au foyer, tandis que la mère orchestrait la vie domestique avec une bienveillance protectrice. Il représentait l'archétype de la famille française moyenne, celle qui croit en la justice, en la police et en la sécurité de son pays. L'idée même que leur fils puisse intéresser des agents de la direction de la surveillance du territoire aurait sonné comme une mauvaise blague ou un scénario de film d'espionnage mal écrit. Pourtant, le contraste entre cette innocence familiale et la froideur administrative des fichiers retrouvés est ce qui rend cette affaire si terrifiante. Pendant que les parents préparaient le dîner ce soir-là, des hommes en imperméable notaient froidement la direction prise par les vélos des deux adolescents. Ce n'était pas le hasard qui guettait Antoine et Mathieu au coin de la rue, mais une machine étatique bien huilée. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas seulement une enquête sur une disparition, c'est la dissection d'un mécanisme qui a broyé deux vies pour protéger un secret inavouable. Avant de plonger dans les détails de ces documents classifiés, je vous invite à soutenir notre travail d'investigation documentaire. Si vous êtes passionné par les énigmes historiques et les cold cases, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune enquête. Laissez un j'aime dès maintenant et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et à quelle heure. Cela nous aide énormément pour le référencement. Le lundi 3 avril 1978 avait commencé comme n'importe quelle autre journée de printemps pour la famille Lambert, avec le rituel habituel du petit déjeuner. Antoine, l'aîné de 17 ans, révisait ses cours de philosophie tout en avalant son café, tandis que Mathieu, plus insouciant du haut de ses 15 ans, parlait avec enthousiasme de leur groupe de rock. La musique était leur échappatoire, un moyen de rêver grand dans une vie d'adolescent sans histoire, et ce soir-là, ils avaient prévu une répétition importante.
L'ambiance à la maison était légère, imprégnée de cette banalité rassurante qui précède souvent les grandes catastrophes, sans le moindre signe avant-coureur du drame. Vers 17 heures, les deux frères sont rentrés du lycée, jetant leur cartable dans l'entrée avec la désinvolture typique de leur âge. Ils ont pris une collation rapide dans la cuisine, échangeant quelques blagues avec leur mère qui préparait déjà le repas du soir. Elle se souvient encore de la couleur du pull d'Antoine et du rire de Mathieu, des détails insignifiants qui allaient devenir ses souvenirs les plus précieux. Ils ont annoncé qu'ils se rendaient au garage d'un ami, situé à quelques kilomètres de là, pour accorder leurs instruments avant la session du week-end. Il était 18h10 précisément lorsque les deux garçons ont sorti leur vélo du garage familial, une scène observée par une voisine qui arrosait ses plantes. Le soleil commençait à descendre doucement sur le quartier Montplaisir, baignant les rues d'une lumière dorée qui rendait tout plus beau. Ils ont salué la voisine d'un signe de la main, le sourire aux lèvres, les guitares en bandoulière sur le dos, l'image même de la jeunesse et de la liberté. Leur mère leur a crié depuis le seuil de ne pas rentrer trop tard, et Antoine a répondu qu'il serait là pour 21h au plus tard. Le trajet qu'ils devaient emprunter était simple, une ligne presque droite traversant des zones résidentielles calmes et peu fréquentées à cette heure. Ils connaissaient chaque virage, chaque trottoir et chaque raccourci de ce parcours qu'ils avaient fait des centaines de fois depuis leur enfance. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, aucune zone dangereuse à traverser, juste quelques kilomètres de bitume familier entre leur maison et leur destination. Personne ne pouvait imaginer qu'à cet instant précis, ils ne pédalaient pas vers un moment de plaisir musical, mais vers un piège qui se refermait déjà sur eux. Les minutes ont passé, l'horloge de la cuisine égrenant le temps avec une régularité qui allait bientôt devenir insupportable pour Madame Lambert. À 21h, le dîner était prêt, la table mise, mais les chaises des garçons restaient vides, ce qui était inhabituel pour Antoine, qui était toujours ponctuel. Une première inquiétude légère s'est installée, vite balayée par l'idée qu'ils avaient simplement perdu la notion du temps en jouant. C'étaient des garçons sérieux, incapables de faire une bêtise ou de causer du souci volontairement, se disait-elle pour se rassurer. À 21h30, l'inquiétude s'est transformée en anxiété lorsque le père est rentré du travail et a trouvé sa femme faisant les 100 pas dans le salon. Ils ont décidé d'appeler chez l'ami qui possédait le garage, espérant entendre la voix de leur fils s'excuser pour le retard. La réponse au bout du fil a eu l'effet d'une douche froide. L'ami leur a assuré qu'il n'avait vu personne et que le garage était resté fermé toute la soirée. Antoine et Mathieu n'étaient jamais arrivés à leur destination. Ils s'étaient volatilisés quelque part sur ce trajet de 20 minutes. La panique a véritablement saisi les parents, qui ont immédiatement pris leur voiture pour refaire le chemin des garçons en sens inverse. Ils roulaient au pas, scrutant les trottoirs, les fossés et les ruelles sombres, appelant les prénoms de leurs enfants par la fenêtre ouverte. Chaque ombre ressemblait à une silhouette familière. Chaque vélo garé faisait bondir leur cœur, mais ce n'était jamais eux. Le quartier était devenu silencieux, indifférent à leur détresse, et les rues vides semblaient soudain menaçantes et interminables. Ils ont inspecté les moindres recoins, espérant trouver un pneu crevé, une chaîne déraillée ou n'importe quelle trace expliquant ce retard incompréhensible. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Pas même un reflet de métal ou un morceau de tissu accroché à une haie. C'était comme si la terre s'était ouverte pour les avaler, vélo et guitare compris, sans laisser la moindre empreinte. L'absence de traces physiques était totale, un vide absolu qui défiait toute logique et augmentait le sentiment d'irréalité. Vers 23 heures, épuisés et terrifiés, ils se sont résolus à se rendre au commissariat le plus proche pour signaler la disparition. L'officier de garde, fatigué par sa propre journée, a écouté leur récit d'une oreille distraite, tapant mollement sur sa machine à écrire. Pour lui, le scénario était classique. 2 adolescents, un soir de printemps, une envie de liberté. C'était forcément une fugue. Il a tenté de rassurer les parents avec des phrases toutes faites, leur disant qu'ils rentreraient quand ils auraient faim ou qu'ils auraient fini de faire la fête. Les parents ont insisté, expliquant qu'Antoine et Mathieu n'avaient pas d'argent sur eux, pas de vêtements de rechange et aucune raison de fuir une maison heureuse. Ils ont parlé de la promesse de rentrer pour le dîner, de l'importance de leurs études, de tout ce qui rendait l'hypothèse de la fugue impossible. Mais face à eux, l'institution policière restait de marbre, enfermée dans ses statistiques et ses procédures rigides. On leur a dit de rentrer chez eux.
d'attendre près du téléphone et de revenir le lendemain si les fugueurs n'avaient pas réapparu. Cette première nuit sans leurs enfants a été le début d'un calvaire qui allait durer des décennies, une veille interminable dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse. Chaque bruit de moteur dans la rue les faisait sursauter, chaque coup de vent dans les volets sonnait comme quelqu'un qui frappe à la porte. Ils ont passé les heures sombres à imaginer le pire, oscillant entre l'espoir fou d'un retour et la terreur d'un accident. Ils ignoraient encore que pendant qu'ils souffraient, des rapports s'écrivaient ailleurs, scellant le sort de l'enquête. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur une ville qui continuait de tourner, indifférente au drame qui se jouait rue des Alouettes. Les parents, les yeux cernés et l'âme en miettes, sont retournés au commissariat dès l'ouverture, exigeant des recherches actives. Cette fois, une patrouille a été envoyée pour faire le tour du quartier, mais sans grande conviction ni moyens réels. Les policiers ont interrogé quelques passants, regardé vaguement dans les parcs, mais l'étiquette « fugue » collait toujours au dossier. L'absence de témoins directs était le point le plus troublant pour les quelques enquêteurs qui ont daigné se pencher sur l'affaire ce jour-là. Comment deux garçons avec des vélos et des guitares pouvaient-ils traverser un quartier dense sans être vus par personne? C'était une invisibilité statistique presque impossible, une anomalie qui aurait dû alerter n'importe quel policier expérimenté. Mais personne n'a creusé cette incohérence, préférant s'en tenir à la facilité de l'explication volontaire. Les jours suivants ont vu la mobilisation des voisins et des amis qui ont organisé des battues spontanées dans les environs. Ils ont fouillé les chantiers, les terrains vagues, les berges du Rhône, soulevant chaque pierre et inspectant chaque buisson. Cette solidarité citoyenne contrastait cruellement avec l'inertie des services officiels, qui semblaient attendre que le problème se résolve de lui-même. Mais malgré des centaines d'heures de recherche, pas le moindre indice n'a été découvert par les bénévoles. La mère a commencé à coller des affiches sur les poteaux électriques avec les photos de classe de ses fils et un numéro de téléphone en gros caractères. Ces visages souriants en noir et blanc allaient devenir familiers pour tous les habitants du quartier, des fantômes de papier placardés à chaque coin de rue. Les appels ont commencé à arriver, mais c'était soit des canulars cruels, soit des erreurs de bonne foi. Les espoirs s'allumaient pour s'éteindre aussitôt, brisant un peu plus la résistance nerveuse de la famille. Une semaine après la disparition, un élément étrange est venu perturber encore plus la compréhension des événements. Un témoin a affirmé avoir vu les garçons près de la gare de la Part-Dieu, une direction totalement opposée à celle de leur trajet initial. Cette information, bien que fragile, a suffi à la police pour conforter sa thèse de la fugue et diminuer encore l'intensité des recherches. Ce que personne ne savait, c'est si ce témoin avait réellement vu quelque chose ou s'il se trompait de jour. Le père, lui, commençait à développer une obsession pour les détails, refaisant les calculs de temps et de distance chaque soir sur la table de la cuisine. Il sentait au fond de ses tripes que quelque chose ne collait pas, que l'histoire qu'on essayait de lui vendre était fausse. Il parlait d'enlèvement, de mauvaises rencontres, de réseaux criminels, mais on le regardait avec pitié, comme un homme qui refuse la réalité. Il était seul contre une machine administrative qui voulait classer le dossier au plus vite. Le mois d'avril s'est terminé sans aucune avancée, laissant place à un mois de mai tout aussi stérile et désespérant. Les vélos n'avaient toujours pas été retrouvés, ce qui était en soi une impossibilité statistique dans une ville comme Lyon. On retrouve toujours les vélos, volés ou abandonnés, mais ceux-là semblaient s'être désintégrés avec leurs propriétaires. Cette absence matérielle totale était la signature d'un nettoyage méticuleux, mais personne n'était prêt à l'admettre à l'époque. L'espoir commençait à s'effriter, remplacé par une douleur sourde et permanente qui s'installait au cœur de la maison Lambert. Les chambres des garçons restaient intactes, figées dans le temps, comme des musées dédiés à une jeunesse interrompue. La mère continuait de mettre 2 assiettes de trop à table par habitude avant de se reprendre en pleurant. C'était le début d'un deuil impossible, un deuil sans cause et sans explication. Ainsi s'est achevé le premier chapitre de cette tragédie par l'enlisement d'une enquête qui n'avait jamais vraiment commencé. Les autorités avaient décidé que c'était une fugue et la réalité devait se plier à cette décision administrative. Pendant ce temps, dans un bureau sombre d'une autre administration, un dossier s'épaississait, rempli de vérités que la famille Lambert ne découvrirait que 40 ans trop tard. L'enquête officielle sur la disparition d'Antoine et Mathieu Lambert est un cas d'école de ce qu'on appelle un échec judiciaire programmé.
Dès les premières semaines, il est devenu évident pour la famille que la police ne cherchait pas vraiment, se contentant de gérer le dossier administrativement. Les procès-verbaux d'audition étaient sommaires, les vérifications d'alibi inexistantes et les pistes alternatives systématiquement ignorées par les inspecteurs. Il régnait au commissariat une sorte de lassitude, comme si cette affaire dérangeait l'ordre établi et qu'il valait mieux ne pas trop remuer la boue. Le commissaire en charge de l'affaire répétait inlassablement la même rhétorique aux parents dévastés. Ils reviendront quand ils n'auront plus d'argent. Cette phrase, d'une violence psychologique inouïe, servait de bouclier à l'incompétence ou à la passivité des services de police. Elle permettait de transformer les victimes en coupables, des enfants irresponsables qui faisaient souffrir leurs parents par caprice. Cette inversion des rôles est classique dans les disparitions de mineurs de l'époque, mais ici, elle semblait particulièrement forcée. Les parents ont alors décidé de mener leur propre enquête, se transformant en détectives amateurs par nécessité absolue. Ils ont interrogé eux-mêmes les camarades de classe, les professeurs de musique et les commerçants du quartier. Ils ont découvert que personne, absolument personne, n'avait entendu les garçons parler de départ, de voyage ou de lassitude familiale. Au contraire, ils avaient des projets pour l'été, des concerts prévus et des premiers amours naissants, tout ce qui ancre des adolescents dans leur vie présente. Cependant, cette enquête parallèle se heurtait à un mur de silence étrange et à des contradictions troublantes dans les témoignages recueillis. Certains riverains affirmaient avoir vu une camionnette grise stationnée sur le trajet habituel des garçons ce soir-là. D'autres parlaient d'hommes en costume qui semblaient faire le guet près du garage de répétition quelques jours avant le drame. Ces éléments, qui auraient dû alerter les enquêteurs, étaient balayés d'un revers de main comme étant des fantasmes de voisins trop imaginatifs. La piste de la camionnette grise a été particulièrement négligée, alors qu'elle revenait dans plusieurs récits indépendants les uns des autres. Un garagiste du coin avait même noté qu'elle avait des plaques d'immatriculation parisienne, un détail incongru dans ce quartier résidentiel lyonnais. Mais la police n'a jamais lancé d'appel à témoins pour ce véhicule, ni vérifié les registres des hôtels environnants. C'était comme si cette piste était radioactive, une direction que l'on s'interdisait tacitement d'explorer. L'été 1978 est arrivé, apportant avec lui une chaleur étouffante qui semblait figer encore plus la situation dans une attente insupportable. Les affiches de recherche commençaient à jaunir et à se décoller sous l'effet du soleil et des orages, symbole triste de l'oubli qui s'installait. Les médias locaux, qui avaient consacré quelques entrefilets à l'affaire au début, étaient passés à autre chose, l'actualité ne s'arrêtant jamais. La famille Lambert se retrouvait seule dans son combat, isolée dans sa douleur, regardant le monde continuer sans ses enfants. C'est à cette période qu'un rebondissement cruel a eu lieu. Une lettre anonyme est arrivée au domicile familial, postée depuis Marseille. Elle affirmait que les garçons avaient été vus sur le port, cherchant à s'embarquer pour la Corse ou l'Afrique du Nord. Ce courrier, écrit avec des lettres découpées dans des journaux, a relancé l'espoir de la police qui y voyait la confirmation de sa théorie. Pour les parents, c'était une torture supplémentaire, un faux espoir sadique qui les a obligés à descendre dans le sud pour des recherches inutiles. L'analyse graphologique de la lettre n'a jamais été poussée et l'origine du papier n'a jamais été tracée par les services techniques. On saura bien plus tard que ce genre de fausses pistes est parfois utilisé pour détourner l'attention et éloigner les recherches géographiquement. Était-ce une manœuvre délibérée pour envoyer la famille et la presse loin de Lyon? La question reste posée, mais la coïncidence avec l'enlisement de l'enquête locale est pour le moins troublante. En septembre 1978, la rentrée scolaire s'est faite sans Antoine et Mathieu, marquant un nouveau seuil psychologique dans le drame. Leur chaise vide en classe était un rappel constant de leur absence, traumatisant leurs amis et leurs enseignants. Le directeur de l'école a bien tenté de maintenir le contact avec la police pour avoir des nouvelles, mais il se heurtait au même mur administratif. Le dossier était techniquement ouvert, mais pratiquement mort, rangé dans une pile poussiéreuse au fond d'un placard. L'absence de corps devenait le principal argument des autorités pour ne pas requalifier l'affaire en enquête criminelle, pour enlèvement ou meurtre. Pas de corps, pas de crime. C'était la logique implacable et cynique qui prévalait à l'époque dans ce genre de dossier. Sans cadavre, il n'y avait pas de juge d'instruction saisi, pas de moyens techniques débloqués, pas d'écoute téléphonique possible. C'était le piège parfait,
Une boucle administrative qui empêchait toute véritable investigation de démarrer. L'hiver 1978-1979 a été particulièrement rude, comme si la météo elle-même voulait souligner la froideur de la situation. Les parents, épuisés physiquement et financièrement par leurs recherches privées, commençaient à perdre pied. Le père a dû s'arrêter de travailler pour dépression, passant ses journées à fixer le téléphone qui ne sonnait jamais. La mère tenait bon par pure volonté, refusant d'abandonner l'idée que ses fils pouvaient franchir la porte à tout moment. C'est au début de l'année 1979 que la justice a officiellement rendu une ordonnance de non-lieu provisoire, suspendant les recherches actives. Ce document administratif a été vécu comme une seconde mort pour les enfants, une déclaration officielle d'abandon par la République. L'État signifiait à la famille qu'il ne dépenserait plus un franc ni une heure de travail pour retrouver Antoine et Mathieu. Le dossier a été classé « sans suite », une expression terrible qui résume l'impuissance et l'indifférence. Les années qui ont suivi ont vu la famille Lambert se désintégrer lentement sous le poids du chagrin et de l'incertitude. Ils ont fini par déménager, incapables de continuer à vivre dans cette maison hantée par les souvenirs et l'attente. Ils sont partis vivre à la campagne, emportant avec eux leurs cartons d'archives, leurs coupures de presse et leurs douleurs intactes. Mais même loin de Lyon, ils n'ont jamais cessé de chercher, d'écrire au ministère, de contacter des associations. Le mystère des vélos restait l'un des points les plus obsédants pour le père jusqu'à la fin de sa vie. Il répétait souvent que 2 vélos ne peuvent pas disparaître sans laisser de traces, à moins d'avoir été chargés dans un véhicule. Cette certitude logique se heurtait au vide du dossier policier qui ne contenait aucune mention de recherche de véhicules utilitaires. Il avait raison, bien sûr, mais il n'avait pas les moyens de prouver ce que son instinct lui criait. Au fil des décennies, l'affaire est devenue une légende urbaine locale, un conte sombre qu'on racontait pour faire peur aux enfants du quartier. On parlait des disparus de Montplaisir comme d'un phénomène surnaturel, oubliant qu'il s'agissait de 2 vrais garçons. La mémoire collective a fini par effacer leurs visages, ne gardant que l'énigme, transformant la tragédie humaine en fait divers folkloriques. Pourtant, dans l'ombre, le dossier n'était pas totalement clos pour tout le monde, comme le prouvera la découverte future. Tandis que la police judiciaire fermait les yeux, d'autres services avaient gardé une trace précise de ce qui s'était passé. La vérité n'était pas perdue, elle était séquestrée, stockée dans des archives parallèles inaccessibles au commun des mortels. Les parents sont décédés dans les années 2000, le père d'abord, puis la mère, sans jamais avoir obtenu la moindre réponse. Ils sont partis avec cette question brûlante qui a consumé leur existence. Où sont nos enfants? Leur mort a marqué la fin apparente de l'affaire, plus personne n'étant là pour réclamer justice ou vérité. C'était le crime parfait, celui où les victimes disparaissent et où les plaignants s'éteignent de chagrin. Mais l'histoire a parfois de ces retours de flammes imprévisibles, où le passé refuse de rester enterré. Le silence imposé par les autorités en 1979 n'était pas éternel. Il avait une date de péremption liée à la technologie. Personne n'avait prévu qu'un jour, des serveurs informatiques remplaceraient les dossiers papier et que des migrations de données feraient remonter les secrets à la surface. L'enquête fantôme allait bientôt trouver sa résolution, non pas grâce à un policier brillant, mais grâce au hasard administratif. Ce que la justice des hommes n'avait pas voulu faire, le temps et la technologie allaient s'en charger. La vérité attendait son heure, cachée sous une couche de poussière numérique, prête à exploser. Le saut temporel nous amène 40 ans plus tard, dans un contexte radicalement différent, celui de la France numérique de 2018. Nous ne sommes plus dans les rues de Lyon, mais dans la banlieue parisienne, au sous-sol d'un bâtiment anonyme appartenant au ministère de l'Intérieur. L'édifice, une construction de béton des années 70, est destiné à la démolition pour laisser place à un complexe immobilier moderne. Avant que les bulldozers n'entrent en action, une équipe technique a pour mission de vider les lieux de tout matériel sensible. C'est là qu'entre en scène Marc, un technicien informatique trentenaire, prestataire externe, mandaté pour cette mission de nettoyage numérique. Son travail est répétitif et sans gloire. Il doit vérifier de vieux serveurs de sauvegarde, migrer les données récupérables et formater définitivement les disques durs. C'est une tâche d'archéologie binaire, consistant à trier des téraoctets de bureaucratie obsolète, de mémos internes et de rapports statistiques sans intérêt.
Marc travaille en musique, casque sur les oreilles, pressé de finir ce chantier poussiéreux. Le serveur sur lequel il tombe ce jour-là est une antiquité. Une machine de transition installée au milieu des années 90 pour numériser des archives papier. Il n'a pas été allumé depuis des années, couvert d'une couche de poussière grise qui témoigne de son abandon. En le connectant à sa station de travail, Marc voit s'afficher une arborescence de fichiers aux noms codés, des répertoires oubliés lors des précédentes migrations. La curiosité professionnelle le pousse à explorer le contenu avant de lancer l'effacement. Il ouvre un dossier nommé « Archives Lyon 78 NC », le suffixe « NC » attirant son attention car il signifie généralement « non classé » ou « non communiqué ». À l'intérieur, il trouve une série de fichiers images, des scans de haute résolution de documents dactylographiés et de photographies argentiques. Dès qu'il ouvre la première image, il comprend qu'il ne s'agit pas de factures ou de notes de service ordinaires. Le papier scanné porte l'entête d'un service de renseignement dissous depuis longtemps, avec la mention « Confidentiel défense » barré en rouge. Marc n'est pas un expert en histoire du renseignement, mais il sait reconnaître un document sensible quand il en voit un. Il fait défiler les pages sur son écran, découvrant des rapports de surveillance datés de mars et avril 1978. Les noms qui apparaissent dans les textes ne lui disent rien au début. Antoine Lambert, Mathieu Lambert, quartier Montplaisir. C'est en tapant ces noms sur un moteur de recherche par curiosité qu'il réalise l'ampleur de sa découverte. Les résultats Google lui renvoient des articles de presse locale sur la disparition mystérieuse des deux frères, classés sans suite. Marc met côte à côte les articles de journaux parlant de fugues et les rapports officiels qu'il a sous les yeux, parlant de cibles et de filatures. Le choc est brutal. Il détient la preuve que la version officielle servie au public était un mensonge total. Ses mains tremblent légèrement sur son clavier alors qu'il prend conscience de la responsabilité qui lui tombe dessus. Les fichiers contiennent des photos prises au téléobjectif montrant les deux adolescents devant leur lycée, devant chez eux et même jouant au football au parc. La qualité est granuleuse, typique des pellicules haute sensibilité de l'époque, mais les visages sont parfaitement reconnaissables. Chaque photo est horodatée et annotée avec des observations froides. Cible A discute avec tiers non identifiés, cible M rentre au domicile à 17h30. C'est le journal intime d'une traque, tenu par ceux-là même qui auraient dû protéger ses enfants. Ce qui glace le sang de Marc, c'est la banalité des scènes capturées par les espions. On n'y voit rien de suspect, rien d'illégal, juste la vie normale de deux gamins français. Pourquoi déployer de tels moyens pour surveiller des ados qui mangent des glaces et font du vélo? L'absurdité de la situation rend la lecture des rapports encore plus angoissante. Il y a un décalage monstrueux entre l'innocence des sujets et la gravité du dispositif de surveillance. Plus il avance dans la lecture, plus Marc comprend que ce dossier a été délibérément isolé pour ne jamais être croisé avec les fichiers de la police judiciaire. Une note manuscrite en marge d'un rapport précise « Verrouillage PJ effectif. Aucune transmission locale autorisée ». Cette phrase est la clé de voûte de l'impunité, la preuve écrite de l'obstruction à la justice organisée depuis le sommet. L'État a organisé le silence autour de cette affaire avec une efficacité redoutable. Marc se retrouve face à un dilemme moral majeur. Doit-il détruire ces fichiers comme son contrat le stipule ou doit-il les sauvegarder? Il sait qu'en les copiant, il commet techniquement un vol de données classifiées et risque sa carrière, voire des poursuites pénales. Mais effacer ces preuves reviendrait à tuer Antoine et Mathieu une seconde fois, à valider définitivement l'oubli imposé par les autorités. Il pense aux parents dont il a lu l'histoire en ligne, morts sans savoir, et sa décision est prise. Il insère une clé USB cryptée dans sa machine et lance la copie intégrale du dossier Archives Lyon 78 NC. La barre de progression avance lentement, chaque pourcent gagné étant une petite victoire sur le secret d'État. Il regarde nerveusement autour de lui, bien que le sous-sol soit désert, se sentant soudain comme un personnage de film d'espionnage. Une fois la copie terminée, il retire la clé, la glisse dans sa poche et lance le formatage officiel du serveur, effaçant la trace originale pour toujours. Le soir même, chez lui, il analyse les documents plus en détail, cherchant à comprendre le pourquoi. Il remarque que la surveillance se concentre beaucoup sur les trajets vers le garage de répétition.
Les agents semblaient moins intéressés par les garçons eux-mêmes que par l'endroit où ils allaient. Une hypothèse commence à se former dans son esprit. Et si les frères Lambert n'étaient pas les cibles principales, mais des dommages collatéraux d'une opération plus vaste? Il découvre des références à un sujet X, un individu que les garçons auraient croisé ou qui fréquentait le même secteur. Les rapports mentionnent une livraison prévue début avril dans la zone du garage. Tout indique que les adolescents se sont retrouvés sans le savoir au centre d'une toile d'araignée tissée pour attraper quelqu'un d'autre. Leur innocence a été leur perte. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, sous les mauvais yeux. Marc décide qu'il ne peut pas garder cela pour lui, mais il ne peut pas non plus aller voir la police, de peur que le dossier ne soit enterré à nouveau. Il choisit la voie de la fuite numérique anonyme, envoyant les documents à plusieurs journalistes d'investigation et plateformes spécialisées. C'est ainsi que l'histoire, étouffée pendant 4 décennies, va finir par exploser au grand jour. La découverte de Marc est le chaînon manquant qui relie la disparition inexpliquée à la raison d'État. Elle transforme une tragédie familiale intime en scandale public. Ces fichiers sont la voix des morts, qui reviennent accuser les vivants et les institutions. Le serveur obsolète n'a pas seulement conservé des données, il a conservé la culpabilité d'un système tout entier. C'est grâce à ce geste de désobéissance civile d'un technicien anonyme que nous pouvons aujourd'hui raconter cette histoire. Sans cette clé USB, la vérité sur Antoine et Mathieu serait partie à la décharge avec les gravats du bâtiment démoli. L'histoire ne tient parfois qu'à un fil, à un moment de conscience morale face à une procédure administrative aveugle. Désormais, le contenu des fichiers est public et l'horreur qu'ils décrivent ne peut plus être niée. Nous allons maintenant plonger au cœur de ces rapports pour comprendre exactement ce que les services secrets ont vu et fait en ce mois d'avril 1978. Préparez-vous, car la réalité dépasse tout ce que les scénaristes de fiction auraient pu imaginer. L'analyse approfondie des documents exfiltrés révèle une chronologie terrifiante des jours précédant la disparition. On y apprend que la surveillance a débuté le 15 mars 1978, soit 3 semaines avant le drame. L'objectif initial de la mission, baptisée Opération Cobalt, visait en réalité le propriétaire du garage où les frères répétaient. Cet homme, un ingénieur discret travaillant dans l'industrie chimique lyonnaise, était soupçonné de vouloir vendre des brevets sensibles à une puissance étrangère de l'Est. Antoine et Mathieu, dans leur innocence totale, servirent de couverture involontaire à cet homme. Il les laissait utiliser son garage pour répéter afin de donner une apparence de normalité et de vie familiale à ce lieu qui lui servait de cache. Les agents de la DST, Direction de la surveillance du territoire, avaient truffé le quartier de micros et de planques, observant chaque entrée et sortie. Les frères Lambert sont apparus sur leur radar comme des fréquentations régulières, des éléments du décor à surveiller par précaution. Le rapport du 28 mars contient une note inquiétante. Les sujets A et M ont accès à la zone de stockage arrière, risque de compromission du matériel. Les agents s'inquiétaient que les adolescents, en cherchant des câbles ou des prises, ne tombent sur des documents ou du matériel d'espionnage caché dans le garage. Dès cet instant, les 2 frères ont cessé d'être de simples figurants pour devenir des menaces potentielles pour la sécurité de l'opération en cours. Le jour de la disparition, le 3 avril, les rapports indiquent une activité fébrile autour du garage. Une transaction devait avoir lieu ce soir-là, un échange de documents contre de l'argent liquide. Les agents avaient prévu d'intervenir après l'échange pour arrêter l'ingénieur et ses contacts en flagrant délit. Le dispositif était en place, le piège était tendu et la tension était à son comble dans les équipes de surveillance. C'est là que le destin a basculé. Antoine et Mathieu sont arrivés plus tôt que prévu, ou du moins à un moment inopportun. Les rapports notent à 18h25, arrivée des cibles A et M à vélo. Ils entrent dans le périmètre, perturbation possible de l'échange. Les garçons sont entrés dans le garage, probablement pour accorder leur guitare comme ils l'avaient dit. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur n'est pas explicité, mais on peut le deviner. Des hommes armés, des valises ouvertes ou l'ingénieur en pleine négociation interdite. À 18h40, une communication radio transcrite dans le dossier ordonne « nettoyer la zone ». Aucun témoin. Neutralisation impérative. Cet ordre froid, bureaucratique, signe l'arrêt de mort des 2 adolescents. Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient visés, mais parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir.
Ils sont devenus des témoins gênants d'une opération de contre-espionnage qui a mal tourné ou qui nécessitait un secret absolu. La suite des rapports décrit le traitement de l'incident avec un euphémisme glaçant. Il est fait mention de l'évacuation des éléments perturbateurs et du transport vers le site Z. Il n'y a pas de détails sur la méthode d'exécution, mais la logistique de la disparition est claire. Les vélos et les corps ont été chargés dans la fameuse camionnette grise repérée par les voisins, un véhicule de service banalisé utilisé par les agents. Ce qui est le plus révoltant, c'est la coordination immédiate pour étouffer l'affaire au niveau local. Dès le lendemain matin, des notes sont envoyées aux échelons supérieurs pour demander le verrouillage de l'enquête de police. L'argument invoqué est la raison d'État et la protection d'une source majeure dans le milieu industriel. La vie de 2 adolescents a été pesée face aux intérêts stratégiques de la France et la balance a penché du côté du secret. Les agents ont non seulement fait disparaître les corps, mais ils ont aussi organisé la désinformation. C'est probablement une cellule de ce service qui a envoyé la fausse lettre anonyme depuis Marseille pour brouiller les pistes. Ils ont manipulé la détresse des parents comme une arme tactique pour détourner l'attention du garage et du quartier Montplaisir. Tout a été orchestré pour que la police locale valide la thèse de la fugue, la plus confortable pour tout le monde. L'ingénieur propriétaire du garage, lui, a été exfiltré ou arrêté secrètement par la suite. Son sort n'est pas clair dans les fichiers retrouvés, mais le garage a été vidé, nettoyé et rendu à la location comme si de rien n'était. Les traces physiques du passage des frères Lambert ont été effacées avec des produits chimiques industriels, ne laissant aucune chance à la police scientifique de l'époque, même si elle avait cherché. La lecture de ces documents provoque une nausée morale profonde. On y voit des fonctionnaires de la République traiter l'élimination de 2 enfants comme une simple gestion de crise ou un dommage collatéral. Il n'y a aucune trace de remords, d'hésitation ou d'humanité dans ces pages dactylographiées. C'est la banalité du mal dans sa forme la plus pure, exercée au nom de la sécurité nationale. On comprend aussi pourquoi les vélos n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont pas été jetés, ils ont été détruits ou fondus dans un site industriel contrôlé par l'État. Rien ne devait rester, pas un boulon, pas une fibre de vêtement. La disparition devait être totale pour garantir qu'aucune question ne soit posée. C'était un effacement complet, une damnatio memoriae organisée par ceux qui détiennent le pouvoir. Les fichiers s'arrêtent fin avril 1978 avec une note finale « Situation stabilisée ». Dossier clos, archives à sécuriser. Pour eux, c'était fini, une mission accomplie, un problème résolu. Ils sont passés à autre chose, à d'autres cibles, laissant derrière eux une famille brisée à jamais. Ils ont continué leur carrière, pris leur retraite, peut-être même reçu des médailles, portant ce secret jusqu'à leur tombe. Aujourd'hui, ces rapports sont la seule sépulture d'Antoine et Mathieu. Ils ne nous disent pas où sont leurs os, mais ils nous disent comment et pourquoi ils sont partis. Ils nous racontent l'histoire de 2 frères qui aimèrent la musique et qui ont eu le malheur de pousser la mauvaise porte au mauvais moment. Ils sont les victimes d'une guerre secrète qui ne les concernait pas. Ces révélations changent tout. Elles ne ramèneront pas les garçons, mais elles rendent leur dignité aux parents, même à titre posthume. Ils n'étaient pas fous, ils n'étaient pas de mauvais parents. Ils avaient raison contre tout le monde. Leur fils ne les avait pas abandonnés. C'est l'État qui les avait volés. La question qui hante désormais tous ceux qui prennent connaissance de ce dossier est celle de la justice. Peut-on encore rendre justice 40 ans après, quand les coupables sont probablement morts et que les victimes ne sont plus là pour entendre la vérité? Juridiquement, l'affaire est prescrite depuis longtemps. Les faits criminels, même les plus graves, finissent par s'éteindre aux yeux de la loi après un certain délai. Il n'y aura pas de procès aux assises, pas de condamnation, pas de prison pour les agents de l'opération Cobalt. Cependant, il existe une autre forme de justice, celle de la mémoire et de la vérité historique. La publication de ces documents a forcé l'État français, bien que réticent, à reconnaître du bout des lèvres l'existence de dysfonctionnements graves à l'époque. Une commission d'enquête parlementaire a été évoquée, mais les résistances restent fortes pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore des opérations des années 70. Le secret défense est un verrou difficile à faire sauter, même des décennies après les faits. Pour la ville de Lyon et le quartier Montplaisir, le choc est immense. Les anciens voisins, les camarades de classe devenus grands-parents, relisent leur propre passé à la lumière de ces révélations.
Ils réalisent qu'ils ont vécu à côté d'une scène de crime d'État sans rien voir. Le garage, qui existe toujours, est devenu un lieu de pèlerinage morbide et silencieux, où l'on vient déposer des fleurs pour les 2 fantômes du rock. Cette affaire pose une question vertigineuse sur la confiance que nous accordons aux institutions. Nous partons du principe que la police est là pour nous protéger et que l'État est bienveillant envers ses citoyens. L'affaire Lambert nous rappelle brutalement que la raison d'État est un monstre froid qui peut dévorer ses propres enfants pour se protéger. C'est une leçon d'histoire douloureuse qui nous invite à la vigilance et au doute salutaire face aux versions officielles trop lisses. On ne saura sans doute jamais où les corps ont été enterrés ou détruits. C'est la dernière cruauté de cette histoire, le dernier secret que les agents ont emporté avec eux. Il n'y aura pas de tombe pour Antoine et Mathieu, pas de lieu de recueillement physique. Leur sépulture est ce dossier numérique et leur mémoire vit désormais à travers ceux qui connaissent la vérité. Ils sont devenus des symboles, les représentants de tous ces disparus dont le sort a été scellé par des décisions prises dans des bureaux feutrés. L'impact sur les familles de disparus en France a été considérable. Cette histoire a redonné de l'espoir et de la rage à ceux qui se battent contre des non-lieux et des dossiers classés. Elle prouve que la vérité peut surgir de n'importe où, même d'un serveur oublié, et que le temps ne joue pas toujours en faveur des assassins. Le technicien Marc est devenu un héros anonyme, la preuve qu'un seul individu peut faire vaciller une conspiration d'État par un acte de courage. Imaginez un instant les derniers moments des 2 frères. La peur, l'incompréhension face à ces adultes armés, la pensée de leurs parents qui les attendaient pour le dîner. C'est cette image insupportable qui doit nous rester, non pas pour nous traumatiser, mais pour nous rappeler la valeur sacrée de la vérité. On leur a volé leur vie, on leur a volé leur mort, mais on ne leur volera pas leur histoire. Le rock n'a jamais résonné dans ce garage ce soir-là, mais l'écho de leur disparition résonne aujourd'hui plus fort que jamais. La musique s'est tue, mais le cri de la vérité a fini par percer les murs du silence. C'est une victoire amère, tardive, mais c'est une victoire quand même sur l'oubli et le mensonge. Il reste maintenant à espérer que d'autres techniciens, dans d'autres sous-sols, auront le même courage que Marc. Car combien d'autres dossiers Lambert dorment encore dans les archives secrètes de la République? Combien d'autres familles attendent des réponses qui sont stockées sur des disques durs poussiéreux? Cette affaire n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg de secrets inavoués. Antoine et Mathieu Lambert ont enfin cessé d'être des fugueurs imaginaires pour redevenir ce qu'ils étaient, des victimes innocentes. On ne peut pas changer leur destin, mais on peut changer la façon dont on se souvient d'eux. Ils ne sont plus les garçons qui sont partis, ils sont les garçons que l'on a fait disparaître. Et cette distinction change tout. C'est là que réside la morale de cette histoire sombre. La vérité est une matière résiliente, indestructible. On peut la cacher, l'enterrer, la classer secret défense. Elle finit toujours par trouver un chemin vers la lumière. Cela a pris 40 ans, mais Antoine et Mathieu sont rentrés à la maison. Non pas physiquement, mais dans la conscience collective. Le dossier se referme, mais la vigilance demeure. L'histoire des frères Lambert est désormais gravée, non pas sur une pierre tombale, mais dans la mémoire de tous ceux qui ont écouté ce récit. C'est le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, ne jamais oublier et ne jamais cesser de questionner. L'affaire des frères Lambert nous laisse avec un goût de cendre dans la bouche et une méfiance indélébile envers les ombres du pouvoir. Elle nous rappelle que derrière chaque cold case, chaque disparition inexpliquée, peut se cacher une réalité bien plus complexe et sinistre qu'un simple fait divers. Ce n'est pas seulement l'histoire de 2 vies volées, c'est la démonstration que le système conçu pour nous protéger peut, dans certaines circonstances, devenir notre pire prédateur. La raison d'État a ses raisons que la morale ignore, et Antoine et Mathieu en ont payé le prix ultime. Aujourd'hui, alors que nous marchons dans les rues tranquilles de nos villes, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ce qui se joue hors de notre vue. Cette histoire doit servir de rappel permanent. La vérité n'est pas un dû, c'est une conquête. Il a fallu le hasard d'une démolition et la conscience d'un homme pour briser 40 ans d'omerta. Combien d'autres silences pèsent encore sur notre histoire, attendant qu'un rayon de lumière vienne enfin les percer? En mémoire d'Antoine et Mathieu et de leurs parents qui n'ont jamais su, nous avons le devoir de raconter cette histoire. Non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour que leur disparition ne soit pas vaine. Ils sont la preuve que l'oubli est la véritable mort
et qu'en partageant leur destin, nous les gardons, d'une certaine manière, encore un peu parmi nous. Merci d'avoir écouté leur histoire jusqu'au bout.